Euh, donc, l'idée de faire des meet-ups sur le tourisme durable ici, c'est aussi justement de lier ces questions, à la fois sur les questions de tourisme durable, donc de développement durable dans le secteur touristique de manière globale, mais aussi d'amener sur les questions d'innovation, d'entrepreneuriat, et d'essayer de... Ce que je disais sur le premier meet-up, c'était de dire, par rapport aux problématiques qu'on a, aux enjeux du développement durable, il y a peut-être des solutions entrepreneuriales à dégager sur le tourisme. Et donc on a commencé à chaque fois, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, on va mettre en lumière une thématique précise. Donc le mois dernier, c'était sur la question de la conso collaborative et du développement durable. Donc la vidéo, elle est en ligne, hein, si vous voulez revoir le débat. Aujourd'hui, on va débattre sur cette question de la mobilité durable dans le tourisme, ou pour les touristes. Je le répète, mais ce moment d'échange, c'est un moment, moi je n'ai pas toutes les clés de cette problématique. Je m'intéresse à ces sujets, donc je ne me suis même pas présenté, donc je vais le faire. Guillaume Cromer, donc directeur d'un cabinet qui s'appelle ID Tourisme, là-haut, et président d'une association qui s'appelle Acteurs du tourisme durable, basée à Paris, et qui fédère une centaine de membres engagés, donc des acteurs privés, publics, engagés sur les questions de tourisme durable. Et le cabinet d'ingénierie ID Tourisme qui accompagne des hôtels, des hébergeurs, des tours opérateurs, des destinations sur à la fois comment intégrer les enjeux du développement durable et à la fois comment communiquer cet engagement et trouver le bon marché. Ça, c'est notre job. Et en même temps, on se considère à la fois comme un cabinet de conseil d'ingénierie, mais à la fois aussi un peu comme une start-up, parce qu'on veut accompagner aussi des projets innovants et limite se mettre aussi dedans pour essayer de faire émerger des solutions entrepreneuriales sur ces questions-là, parce que pour nous, l'enjeu de tout ça, c'est d'essayer d'apporter des vraies solutions innovantes en matière de tourisme durable. Donc là aujourd'hui, la question, c'est la question de la mobilité. Donc, n'hésitez pas à réagir, à intervenir, à faire des remarques. On est vraiment là entre nous et l'idée, c'est de faire émerger aussi des solutions. Comme je dis, j'ai pas toutes les clés. Je pose les problématiques, je pose un peu des bribes d'idées. Après, à en discuter. Et peut-être que ça fera émerger des solutions, des idées, et pourquoi pas des business qui seront peut-être incubés demain ici au Welcome. Ce serait assez intéressant. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'était de parler de la mobilité durable dans le secteur du tourisme. L'origine de cette réflexion, c'était déjà une rencontre avec Alexis sur les assises du tourisme. Donc à l'époque où il y avait tous les débats autour des assises du tourisme pour essayer de faire rencontrer un peu les professionnels et faire émerger des idées, déjà les problèmes et les solutions potentielles par rapport au tourisme en France. On s'est rencontré avec Alexis à cette époque. Lui, il travaille chez Michelin, et moi j'étais en train de réfléchir à toutes ces questions de tourisme durable, et il me parlait d'un événement que moi je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle le Challenge Bibendum, et qui est un grand colloque ou moment d'échange organisé par Michelin. Donc c'était quoi, la 14e édition, donc l'an dernier en novembre à Chengdu, donc en Chine, dans la région du Sichuan, là où il y a les pandas. Et ils ont organisé cet événement et on s'était dit ça pourrait être intéressant en fait de lier la question de la mobilité durable, parce que le Challenge Bibendum est organisé sur toute la réflexion autour de la mobilité durable, et ce serait intéressant de lier ça avec le tourisme. Tu veux peut-être présenter le challenge en quelques mots? Bonjour à tous, Alexis 1100. Voilà, donc je travaille effectivement chez Michelin qui fait des pneus depuis plus de 100 ans, mais aussi des cartes, des guides et tout un tas de services d'aide au tourisme. Effectivement, Michelin organise le Challenge Bibendum depuis de très nombreuses années, un événement récurrent tous les 2 ou 3 ans sur le thème de la mobilité durable, comme l'a dit Guillaume, mais plutôt sous l'angle transport de fret, transport de marchandises, transport de passagers, on pense au transport urbain, mais finalement la problématique du tourisme en tant que tel n'était pas abordée à l'occasion de ces colloques. Et comme je suis assez impliqué sur les sujets de tourisme proprement dit chez Michelin, je me suis permis de demander à Guillaume de nous épauler pour intégrer cet axe-là dans la réflexion du colloque. Et ça a donné lieu à un premier rassemblement ou un premier workshop, pour parler franglais, sur le sujet, donc mobilité durable pour les touristes. Voilà. Merci. Et donc ça, c'était
Donc le premier moment de réflexion, et à partir de là, on a essayé d'identifier à la fois des projets dont Michelin était déjà lié au secteur du tourisme à l'international, pour essayer de voir un peu quels acteurs on pouvait faire venir pour débattre autour de ces enjeux-là. Et donc on a organisé cette petite table ronde autour de ces questions, le lien entre tourisme et mobilité durable. Et au final, on a mis en évidence 4 points sur lesquels on a posé un peu le débat à Chengdu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait à la fois des gens qui travaillaient comme experts, par exemple pour la ville de Londres, sur les Jeux Olympiques, sur toute cette question de la mobilité, mais aussi la présidente de la fondation du parc Yellowstone aux États-Unis, pour qu'elle nous dise un peu, elle, comment elle perçoit le lien entre la préservation de l'environnement et la question de la mobilité sur le parc. Et toutes ces questions-là. Il y avait encore d'autres personnes autour de la table qui étaient là, ou également des Chinois qui faisaient émerger des problématiques sur leur territoire. Et donc, on a débattu de ces enjeux-là, et aujourd'hui, on est en train d'essayer de continuer cette histoire autour de ces réflexions. Et c'est là où moi, l'idée, c'est, à travers ce moment d'échange, c'est aussi d'essayer de trouver aussi des axes de réflexion. Mais ce que j'ai ressenti en fait sur ce moment d'échange à Chengdu, c'était qu'il y avait quand même 2 mondes qui ne se parlaient pas énormément. Le métier, le secteur du transport, et le secteur du tourisme. Alors qu'il y avait énormément de choses à faire ensemble, entre autres sur ces questions d'enjeux du développement durable. Donc pour revenir sur ce qu'on a raconté un peu à Chengdu, on est parti de 4 problématiques majeures. Et à partir de là, on va voir que derrière, il y a potentiellement des solutions intéressantes, au moins déjà à réfléchir et à ressortir. La première réflexion majeure, c'est la question de l'intermodalité de transport. Comment on fait pour passer d'un moyen de transport à un autre assez facilement? C'est entre autres cette question du lien entre le vélo et le train, qui n'est pas évident en France, à part sur les TER, les corails. TGV, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il faut mettre son vélo dans un sac, il faut payer une place supplémentaire, une partie d'une place, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais pour autant, dans d'autres pays, ça marche tout seul. Bien sûr, dans les pays, on va dire culturellement axés là-dessus, comme les Hollandais, qui sont quand même les champions du monde sur cette question du vélo. Mais là, c'est en Allemagne où il y a aussi, avec la Deutsche Bahn, une vocation assez forte. Mais outre cette question du lien entre le vélo, le train, c'est aussi le constat que je posais, moi, c'était, je prends le RER, je vais arriver un peu au terminus du RER quelque part, et merde, il me faut encore 5-6 bornes pour que j'arrive au site touristique. Et je fais comment pour y aller ? Et là, moi, je suis un francilien, donc je dois pouvoir me débrouiller, je connais. Mais si je suis un touriste international qui vient et qui débarque à Paris et qui voudrait aller, je sais pas, au Auvers-sur-Oise, par exemple, pour aller voir les peintures de Van Gogh, c'est pas si facile s'il n'a pas de bagnole. Et là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, et c'est une vraie problématique. Il y a peut-être une solution, voire une solution entrepreneuriale à imaginer pour justement permettre de développer ce dernier kilomètre et de faire du porte-à-porte au final pour les touristes. Donc ça peut être plein de choses. On peut, et ça je vais le voir après dans les idées, dans les propositions. Mais c'est par exemple essayer de réfléchir on en a parlé le mois dernier, mais tout ce qui est conso collaborative, peut-être lier ça aussi avec la location de véhicules entre particuliers. On pourrait peut-être impliquer les gens qui sont situés à proximité d'une gare pour les pousser à se mettre sur Drivey, Wicar ou une autre boîte de location de véhicules entre particuliers, pour essayer de permettre à des touristes d'utiliser ces véhicules et derrière de pouvoir accéder. Ou alors derrière de créer un système d'autopartage type Autolib avec des véhicules électriques et qui pourront se recharger sur les sites touristiques. Bon, ça après il faut le voir un peu à une grande échelle pour qu'on ait aussi une possibilité plus grande. Mais dans tous les cas, il y a une réflexion assez poussée à essayer de faciliter ce passage d'un moyen de transport à un autre, d'avoir des hubs faciles pour passer du RER, du train à un autre. Quand on voit par exemple
les gares TGV un peu dans la brousse, comme je sais pas, Besançon TGV, Besançon TGV par exemple, on se retrouve là, et on est obligé de reprendre un autre train pour aller à Besançon-Viotte, dans le cœur de Besançon, alors que peut-être qu'il y aurait des opportunités pour utiliser cette gare TGV pour en faire un hub et pour proposer justement des déplacements et des modes de déplacement doux potentiels pour aller visiter la région. Mais aujourd'hui, le touriste, il arrive, il est coincé, quoi. À la limite, il y a 2 taxis qui se battent en duel, donc c'est pas évident. Donc il y a des vrais enjeux là-dessus. Et si on parle un peu de prospective, on peut même imaginer demain, quelle place des voitures automatisées là-dedans. On pourrait très bien imaginer les Google Cars, mais on ne sera pas forcément que Google, on voit que Apple et d'autres entreprises au final, pas que des constructeurs, se mettent un peu sur ces questions de voitures automatisées. Peut-être qu'elles ont un rôle à jouer aussi là-dedans demain. Donc il y a forcément des choses à réfléchir. Et bien sûr, il y a aussi la marche. On peut très bien sortir d'un train et marcher directement, mais pour ça, il faut aussi avoir les solutions et les cartes et peut-être les applis qui nous permettent quand même de savoir où on va. Ça, c'est pas forcément gagné. Donc ça, c'était la première des problématiques. La deuxième, c'est la mobilité en ville pour les touristes. Et aussi, ce qu'on peut se poser comme question, c'est la question de la concurrence au final entre les touristes et les habitants sur des mêmes moyens de transport, mais pas sur des mêmes objectifs. C'est-à-dire que les locaux, les habitants, ils vont aller bosser, ils sont hyper stressés et tout ça, et les touristes, ils vont peut-être prendre plus de temps, limite, ils vont rester devant la porte pour regarder ce qui se passe. Enfin. Et là, il y a une concurrence qui se fait, et peut-être que voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions d'optimisation des flux sur certains moyens de transport, d'essayer de pousser les touristes à peut-être utiliser les transports qui sont complètement bondés à certains moments, à d'autres moments, mais comment on informe ces touristes par rapport à ça? Est-ce qu'on peut utiliser les big data là-dedans pour récupérer de la donnée et informer en temps réel à la fois les touristes ou les habitants? Mais il y a forcément des réflexions là-dessus. Sur la mobilité en ville pour les touristes, c'est aussi pas uniquement l'utilisation des moyens de transport, mais l'utilisation aussi des lieux de transport. Les rues et les autocars, par exemple, en ville. Anne Hidalgo, en ce moment, elle en fait un peu un cheval de bataille, plus par rapport à la pollution aujourd'hui des autocars, mais aussi elle se pose quand même des questions sur les enjeux liés à la place que ça prend et aussi à l'optimisation peut-être des transferts et des déposes minutes des autocars. Donc là, il y a sûrement énormément d'enjeux aussi sur cette question. Donc c'est un point assez important. Après, on en discutait un peu avec la ville de Londres, qui était donc le gars qui bossait dessus et qui était venu à Chengdu pour débattre. Lui, il nous disait dans la ville de Londres, ils n'avaient pas forcément de stratégie pro-tourisme et de stratégie pro-habitant par rapport à la question de la mobilité. C'était plus, pour eux, c'était naturel. De toute façon, ils utilisaient tous des transports. Mais la question qui était assez intéressante, c'est qu'eux, ils ont fait un vrai travail autour de la mobilité à pied dans la ville, à Londres, pour essayer de pousser les gens à marcher et pas forcément à s'embêter à prendre une station de métro, puis changer, alors qu'au final, en 10 minutes à pied, c'était fait. Et donc, ils ont vraiment fait des solutions pour essayer de pousser les gens à marcher dans la ville, et pas forcément à tous prendre le métro, parce que c'était pas forcément utile. Et ça, à Paris, je ne sais pas si aujourd'hui on a cette vocation à pousser en fait le touriste à faire des walks, des marches pour essayer de pousser à découvrir la ville. Et peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à créer autour de ça aussi. Autre problématique, donc la mobilité en milieu fragile, donc soit en espace naturel protégé par exemple. En France, après, il y avait là où il y avait une vraie problématique différente par rapport à la France et par rapport à des pays comme aux États-Unis, parce que le modèle de gestion et de porte d'entrée des parcs n'est pas du tout le même entre Yellowstone et le Mercantour. Mercantour, on rentre comme on veut dedans. Yellowstone, il y a 5 gates, donc il y a 5 portes, et derrière, vous êtes obligé de ressortir par une porte. Il n'y a pas de chez nous, vous ne payez pas une porte pour rentrer dans le Mercantour, quoi. Donc la problématique est différente, mais c'était intéressant de discuter justement avec la personne du Yellowstone, parce que quand on lui parlait un peu de covoiturage, d'autopartage et tout,
Elle prenait des notes, elle disait mais c'est super intéressant, alors qu'on pensait que c'était un peu basique comme solution au final sur un parc pour gérer justement les flux touristiques en fait sur un parc quand même fragile, surtout qu'ils se disent eux que Yellowstone c'est le parc le plus green des États-Unis, ou en tout cas ils veulent vraiment devenir le parc le plus green, mais pour autant ils se posaient pas beaucoup de questions sur l'impact de la mobilité sur les écosystèmes, sur la biodiversité, tout ça. Alors qu'il y en a, hein, on le voit rien que sur la photo là. Il peut y avoir quand même des impacts importants. Et donc là, c'est pareil, pour à la fois analyser, contrôler, évaluer déjà l'impact sur l'environnement, mais à la fois aussi trouver peut-être des solutions derrière de gestion de ces flux et de cette mobilité sur les territoires. Donc à la fois pour venir sur le territoire et à la fois pour se balader sur ce territoire. On va le voir qu'en France, il y a certains territoires fragiles qui ont commencé à créer un peu des solutions. Par exemple, la baie de Somme, ils ont fait un système de navettes sur des créneaux où il y avait pas mal de touristes qui venaient pour essayer de pousser les gens à venir sans voiture sur le territoire. On peut se poser aussi les questions sur les stations de ski, qui sont potentiellement des zones aussi assez fragiles, pour essayer justement de réduire aussi l'impact du véhicule personnel sur la montagne. Et ça, voilà, il y a quelques expériences intéressantes, je les présenterai à la fin. Et enfin, la dernière problématique, c'est un peu une transition de ce qu'on va parler le mois prochain, c'est la mobilité en tant qu'expérience touristique, en tant que cœur de séjour au final. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle un peu en mode tendance actuellement le slow tourisme, donc tout ce qui est lié à l'itinérance, au cyclotourisme et aux autres formes de déplacement doux, mais où c'est vraiment l'objectif du voyage, c'est le déplacement. Et là, il y a des forts enjeux. On le voit, nous, déjà, au niveau du gouvernement français, il y a une volonté de faire un pôle d'excellence sur le slow tourisme, et donc de développer cette forme de tourisme comme une vraie opportunité de développement et de diversification de produits touristiques en France. Donc il y a une vraie volonté au niveau de l'État. Maintenant, aujourd'hui, en France, il y a quelques initiatives, mais par exemple... les initiatives aujourd'hui de cyclotourisme se développent de plus en plus. On a les Euro-Vélo 5, 6, 2, 3, etc. qui traversent la France. On a la Loire à vélo qui est quand même maintenant assez connue. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ou développer encore plus de solutions de cyclo, voire d'itinérance douce en France ? Et là, il y a pas mal de choses à créer parce qu'en termes de marché, c'est quelque chose qui intéresse quand même pas mal de touristes, à la fois français et internationaux. En tout cas, le cyclotourisme en France, on le voit, les retombées potentielles pour les territoires sont assez intéressantes. Après, la question qui se pose aussi sur la question de la mobilité comme expérience touristique, c'est aussi comment on implique les professionnels sur un territoire là-dessus. Il y a une marque aujourd'hui qui a été lancée, donc Accueil Vélo sur la Loire à vélo, et qui a peut-être cette capacité à pousser après des prestataires partenaires d'un cahier des charges en disant moi je suis un hébergement Accueil Vélo parce que j'ai la capacité pour accueillir des gens qui ont un vélo, pouvoir sécher leurs fringues s'ils sont mouillés, etc. Mais au moins il y a une cohérence en termes d'offres et le touriste peut se retrouver facilement. Je fais du vélo, mais je sais que lui, il peut m'accueillir parce qu'il est dans cette charte, etc. Et donc, je vais dépenser mon argent chez lui. Donc, sur cette forme de mobilité, il y a des choses aussi intéressantes à développer. Donc ça, c'était les 4 points qu'on a posés en fait sur le débat à l'époque à Chengdu. Et à partir de là, on a commencé à échanger. Rien que sur ces 4 points, vous avez des remarques, des réflexions, Vous pensez qu'il y a d'autres enjeux très forts en France et ailleurs sur cette question de la mobilité durable et du tourisme? Vous êtes complètement abasourdi par ce que je dis? Oui? Bonjour, je m'appelle Joël Bézier, je m'occupe d'une agence qui s'appelle Tourist Service à Paris, qui a pour ambition de faciliter les séjours de personnes âgées ou en situation de handicap. Donc ça me semble, si vous pensez avoir un marché, il me semble que le marché des personnes âgées qui vieillissent et qui ont de plus en plus de mal à se déplacer, à comprendre
les informations. Je ne sais pas si votre grand-mère elle est sur Internet, mais la mienne n'y est pas. Et donc, il y a sûrement effectivement des pistes de réflexion à pousser pour des personnes qui n'ont plus les capacités de la jeunesse que je vois dans cette salle. Et ce sont des gens qui n'ont plus la contrainte du temps. Donc je crois que dans le monde du tourisme, la grande problématique depuis que j'ai fait mes études il y a 20 ans, c'est désaisonnaliser. Eh bien, ceux qui peuvent désaisonnaliser, c'est les personnes âgées, les personnes qui ne travaillent pas, et les personnes handicapées en font partie. Je suis venu moi ici pour essayer d'interpeller sur ce sujet et entendre des idées, des réflexions. Nous aimerions, nous, cette année, développer sur un truc tout à fait simple sur notre local qui est au centre de Paris. C'est tout simplement de mettre à disposition gratuitement, très probablement gratuitement, ou en tout cas en partie gratuitement, des scooters à mobilité réduite pour des personnes âgées ou handicapées. Imaginez que je suis dans un fauteuil à Pontoise, je veux venir à Paris voir un concert ou une exposition. Si je prends un RER à Pontoise, je viens avec mon fauteuil manuel. J'arrive à Châtelet-Les-Halles, je dépose mon fauteuil manuel, je repars avec un scooter électrique qui me permet, un scooter PMR, c'est pas les scooters électriques pour la jeunesse. Et puis je passe une journée autonome, sans avoir quelqu'un pour me pousser, sans fatiguer. Prenez un fauteuil un jour et puis allez vous promener dans Paris, vous allez voir que vous n'allez pas tenir très longtemps, enfin en tout cas peu de temps. Donc voilà, ça c'est un truc extrêmement simple, c'est un projet qu'on aimerait porter. Et je ne sais pas qui ça peut intéresser, qui peut s'y intéresser. Et voilà, en tout cas, il y a un local qui est disponible, il y a du matériel, c'est un investissement extrêmement faible. Et je pense en tout cas qu'il y a une piste de réflexion à faire sur les mobilités des personnes âgées, notamment. Je ne pense pas que simplement au handicap. Les personnes âgées, elles ont du temps pour aller se déplacer, elles ont envie de le faire, et elles peuvent le faire aussi avec leurs petits-enfants. Comment faire ? Voilà. Et notamment sur Paris. Paris pourrait peut-être être assez exemplaire sur ce sujet-là. Merci. En autre suggestion de réflexion, il y a aussi, quand on parle de la mobilité durable, souvent on parle aussi de la non-mobilité. Et je pense que j'ai eu l'impression qu'elle était directement abordée dans cette problématique, donc je pense que c'est aussi un sujet intéressant de réflexion. Surtout quand on parle de tourisme et qu'on a de plus en plus de gens qui prennent l'avion et qu'on sait que l'impact de l'avion est énorme, c'est super intéressant de réfléchir qu'est-ce que ça peut être le concept de non-mobilité. Dans le monde du travail, moi que je connais un peu plus, on parle beaucoup de télétravail comme réponse aux enjeux climatiques liés à la mobilité, donc je pense que ça peut être intéressant. En exemple sur Paris, il y a une association dans le nord de Paris dont j'ai plus le nom, qui fait du tourisme où en gros on prend un bus du quotidien, je ne sais plus le 65 ou je ne sais plus lequel, et en fait on va visiter, on fait une journée voire 2 jours de visite hors Paris. Bref, enfin, l'idée c'est de faire du tourisme hyper local et de revaloriser ça comme une expérience, comme si on allait à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Voilà, le sujet de la non-mobilité, je pense intéressant. C'est l'une des réflexions du comité régional du tourisme d'Île-de-France qui a fait un bilan carbone du tourisme et qui ont bien compris qu'au final, l'aérien, et donc l'arrivée de touristes internationaux et le départ des franciliens à l'étranger en avion, tuaient complètement leur bilan carbone. Et ils ont posé la question un peu aux opérateurs et pour savoir on fait quoi face à ça. Comment on fait pour faire évoluer au final les comportements, à la fois des touristes qui viennent pour qu'ils restent peut-être plus longtemps et qui ne reprennent pas l'avion pour aller à Toulouse ou pour aller ailleurs, mais aussi pour les touristes franciliens pour essayer de redécouvrir leur propre truc. Et c'était une vraie réflexion du CRT là-dessus. Et après, je ne sais pas où on en sont sur les solutions. J'espère que pour la COP21, ils vont réussir à sortir quelques solutions. Merci. Mardi, j'étais à une réunion en fait, des mardis de l'innovation sur notamment la mobilité de demain dans les villes. Et en fait, il y avait un point qui était assez intéressant, qui me touche un peu, enfin, qui me touche de près parce que je travaille sur des mobilités innovantes. Et donc, ça m'intéresse de rencontrer le monsieur aussi qui parlait tout à l'heure pour des personnes âgées. Et en l'occurrence, le constat qu'il faisait, c'est que le développement des villes se fait en hauteur et que les nouvelles mobilités qu'on trouve, en fait, ont tendance à s'élever. Et comme moyen de mobilité qu'ils essayent de développer, avec un bilan carbone très faible, hein, et notamment le principe des téléphériques qu'on a vu aussi au Brésil et autres,
Et des sociétés comme Poma, par exemple, travaillent sur des projets assez sympas où ils éliminent les ruptures de charge avec des concepts, avec des bilans carbone extrêmement faibles et en travaillant sur la hauteur. Déplacement d'avenir en termes urbains assez intéressant et ça intéresse pas mal de collectivités aujourd'hui là-dessus. C'est clair que sur la question de la mobilité et de l'accessibilité dans son ensemble, il y a un marché, ça c'est clair. On avait beaucoup discuté à l'époque avec une personne qui s'appelle Marie-Odile Vincent et qui travaille aussi pour un tour opérateur, je crois qu'elle travaille pour Comptoir des Voyages, pour essayer de leur diffuser justement, parce qu'elle est en chaise roulante. Et je me souviens quand on avait des rendez-vous ensemble dans Paris, on disait bon on va se retrouver là au café. Et je faisais ok. Et elle me disait bon bah là c'était la galère parce qu'il n'y avait pas de trottoir, donc en fait j'étais bloqué. Et parfois en fait on monte sur un trottoir et on fait tout le tour du pâté de maison et il n'y a pas d'autre endroit pour redescendre. Donc en fait il faut revenir, il faut repartir. Enfin, c'est une galère. Enfin, je pense qu'un valide qui teste pendant je sais pas, rien qu'une demi-journée ou rien que pendant 2 heures en fait la chaise roulante à Paris, il pète un câble. Et vite il se lève et il laisse sa chaise roulante. Et c'est vrai que c'est pas évident du tout et il y a des vrais là limite on faudrait qu'on fasse un meet-up juste sur cette question-là à mon avis un jour. Et ce serait hyper intéressant. Avec plaisir, franchement avec plaisir. Parce que je pense qu'il y a faire bosser des entrepreneurs qui ont des vraies réflexions autour de ça, je pense qu'on pourrait trouver des solutions. Soit dans ce format-là, soit limite en partenariat avec Make Sense pour faire un peu une vision de merde, j'ai oublié le mot, comment ils appellent ça, des hold-up, exactement. Donc ça, c'était les problématiques. Donc des solutions à développer, je les ai déjà un peu mis en évidence, mais les questions sur lesquelles les solutions peuvent répondre, c'est quand on reprend un peu les 4 thématiques, donc sur l'intermodalité de transport, comment permettre aux touristes individuels de découvrir facilement des sites touristiques reculés sans passer par des tours opérateurs, donc aussi des touristes individuels, et ces touristes individuels normalement vont se développer aussi en France, parce que les pays émergents en termes de bassins émetteurs de touristes, donc les Chinois, les Indiens, les Russes, etc., surtout les Asiatiques qui aujourd'hui commencent à voyager réellement avec leur semaine d'or, donc leur congé payé. Petit à petit, c'est des gens qui vont avoir l'habitude de voyager parce qu'ils sont déjà testés par les tours opérateurs, et petit à petit au niveau sociologique eh ben, ils vont faire comme nous, c'est-à-dire que nous aujourd'hui limite on se pose la question pourquoi on partirait par un tour opérateur, donc on prend notre billet et on va se débrouiller. Petit à petit ces gens ils vont être de plus en plus nombreux, donc quand ils vont vouloir venir en France ils vont vouloir se débrouiller et pour se balader en France, et c'est là où peut-être qu'ils vont être très vite bloqués par rapport à des choses où on va dire que ça, pour l'instant ça va être relativement facile d'utiliser la SNCF, voyage SNCF.com pour aller prendre leur billet d'avion. Mais la suite, c'est quoi? Ils vont arriver sur un territoire et comment ils vont faire? S'ils connaissent un peu la conso collaborative, qu'ils connaissent Blablacar, ils vont pouvoir peut-être faire du covoiturage. Mais encore une fois, il y a peut-être vraiment des choses à optimiser pour leur permettre d'accéder à des endroits autrement que louer simplement une voiture, quoi. Donc comment arriver à se déplacer facilement en France sans voiture? Je le présenterai à la fin sur les idées de solutions, mais par exemple, en Suisse, il y a une application qui s'appelle Suisse Mobile qui permet d'avoir toutes les informations des transports, des circuits, des choses à faire sans sa voiture en Suisse. On pourrait peut-être imaginer un truc pareil en France, quoi. Un peu plus grand notre territoire, peut-être beaucoup plus d'infos à agréger, ça ne doit pas être impossible. Donc ce sera assez intéressant de réfléchir à ça. Je le présente après Suisse Mobile et je vous présenterai l'appli. Et après, voilà, comment communiquer aussi ces infos et ces offres aux touristes. Et c'est vrai qu'on a encore peut-être cette difficulté en termes de communication auprès des touristes. Donc là, bon, il faut qu'on aille discuter un peu avec Atout France sur cette question-là.
comment communiquer ces informations et offres aux touristes. Vu que je suis en charge du pôle slow tourisme en ce moment, enfin en charge, je coordonne le pôle écotourisme, slow tourisme au niveau du pôle d'excellence au niveau du ministère. J'ai quelques idées à soumettre à l'État. Voilà. Mais je suis complètement ouvert à d'autres idées pour essayer de les déranger, de les gratouiller un peu sur certaines idées, afin qu'on trouve à la fois des validations de l'État sur ça et que derrière on trouve les moyens de financement de ce genre de solution. Oui, mais le bouche à... Bien sûr. Mais clairement, mais c'est là où avec le web aujourd'hui, on peut permettre de décupler ce bouche à oreille pour faire en fait de tous ces gens des ambassadeurs et des prescripteurs. Donc ça existe déjà avec les greeters sur un modèle de balade, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour faire de ces habitants de vrais prescripteurs auprès des touristes qui se baladent et limite qui sont perdus. Et ça, c'est primordial. Après, il faut qu'on arrive à utiliser le web dans le bon sens là-dessus, c'est clair. Et pas juste faire du bouche à oreille comme avant. Ce serait bien, mais c'est vrai qu'on peut le décupler facilement. Après, il faut arriver à trouver les bons leviers pour le faire. Et leur donner accès à de l'info à partager. Et ça, je pense qu'avec ce qui se passe, et c'est là où je crois beaucoup dans la capacité en fait à connecter les acteurs de la conso collaborative et les acteurs classiques du secteur. Et ce qui est pas assez fait encore. Donc mobilité en ville pour les touristes, donc comment optimiser les transferts et les déposes minutes des autocars de tourisme dans les villes. Donc il y a des solutions qui sont en train d'émerger. La ville de Paris réfléchit beaucoup à ces questions-là pour essayer d'éviter les bouchons sur certains endroits. Et donc d'essayer d'optimiser justement aussi les autocars vides à certains moments. Donc il y a des réflexions à avoir là-dessus. Comment pousser les touristes à utiliser les transports en commun, à marcher, c'est un peu les choses que j'ai mis en évidence avant. Voilà, pousser les gens voilà, optimiser. On a aujourd'hui des solutions pour les franciliens par exemple, où on a cette application qui nous permet de dire allez plutôt dans le fond parce que là c'est vide plutôt qu'au milieu, donc sur les RER je crois ou les Transiliens. Mais ça peut être intéressant de l'adapter aussi à d'autres publics et aussi pourquoi pas utiliser voilà, ces applications peut-être de l'Office de tourisme de Paris pour donner des informations en temps réel aussi. Après, il y a la question de l'accès Internet et tout ça, mais d'avoir une ville connectée qui permette d'optimiser demain les informations auprès des touristes pour qu'ils évitent les mauvaises expériences. Parce qu'un touriste qui est très vite bloqué sur un RER ou qui est poussé dans le métro pour sa première expérience, c'est pas super comme entrée en expérience dans la ville de Paris en termes touristiques. Donc il y a beaucoup, à mon avis, à réfléchir aussi sur ces questions-là. Sur les questions du milieu fragile, donc déjà il y a la question de l'évaluation, comment évaluer l'impact des transports sur les écosystèmes, sur la biodiversité dans les espaces naturels protégés ou fragiles tout simplement. Et après de trouver des solutions pour réduire ces enjeux-là. Améliorer l'impact environnemental des déplacements des touristes au sein d'espaces protégés. On va le voir, la baie de Somme a essayé de développer des solutions. Après, c'est la question aussi de comment pousser le touriste à éviter de venir tout seul dans sa voiture ou simplement et à essayer de la laisser, s'il vient en voiture sur un territoire, au moins qu'il l'utilise le moins possible et de lui offrir les possibilités de pouvoir se déplacer facilement, sans contrainte sur un territoire, sans sa voiture. Donc soit par aussi... la mise à disposition de vélos assistance électrique sur un territoire ou des choses comme ça. Ce qui se fait de plus en plus sur certains territoires. Romain, je pense que tu as des initiatives aussi d'office de tourisme qui ont mis ça en place en France. Mais ça commence à pousser et c'est de plus en plus intéressant. Et c'est vrai qu'on doit essayer de pousser là-dessus parce qu'il y a un vrai impact
on l'a dit, hein, des transports au final. C'est pas que l'avion, mais le transport individuel en voiture est très impactant aussi sur le changement climatique. Et surtout que sur cette question liée au changement climatique, je pense que c'est l'année où aussi on peut essayer de faire émerger des vraies solutions. L'État, ils sont quand même assez sensibles à essayer de mettre en avant des bonnes choses qu'on fait en France sur la COP21. Donc il y a tout à... C'est le bon moment. Et donc comment inciter les touristes à ne pas utiliser leur véhicule personnel au sein d'espaces naturels fragiles. Et je pense que oui, là encore, à la fois sur la location de véhicules entre particuliers ou des choses comme ça, il y a des ponts à creuser assez fortement. C'est dommage qu'on n'ait pas un Drive-E ou un Louis-Car qui est dans le coin pour pouvoir dire ce qu'il en pense. Mais ils doivent être sur d'autres choses. Et enfin, la mobilité comme expérience touristique. Donc, comment développer des offres innovantes de séjour touristique à partir de mobilité douce? On a des expériences aujourd'hui en France. La volonté aussi de l'État actuellement, c'est d'avoir vraiment une vocation à développer le fluvial en France, mais le fluvial plutôt propre, ce qui serait bien. Et là, je pense qu'il y a aussi pas mal de possibilités. On en parlera beaucoup sur le mois prochain. On va vraiment parler uniquement de la question du slow tourisme, beaucoup plus cette question du quatrième point, avec des exemples concrets, avec des exemples aussi d'autres territoires à l'international pour essayer de voir un peu ce qui existe ailleurs, pour voir ce qui peut être dupliqué et adapté chez nous. Mais il y a des enjeux. Les services additionnels, j'en ai parlé avant. Et comment, voilà, encore une fois, la question de la promotion. Si derrière on a des offres intéressantes de slow tourisme, d'itinérance en France, comment on les fait connaître sur les marchés émetteurs européens, voire mondiaux, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de choses là-dessus, à la fois sur le cyclo, à la fois sur la rando, et pour autant, il y a très peu de touristes internationaux qui savent qu'on a des super grandes traversées des Alpes, GR20, GR10, HRP sur la randonnée, voire Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas forcément reconnu internationalement. Donc qu'est-ce qu'on fait derrière pour faire connaître ça? Est-ce que c'est simplement une problématique de com' et de compétences et de volonté aussi à la fois de l'État et d'Atout France de diffuser ce genre d'offres, ou est-ce que derrière il y a moyen de court-circuiter la question et d'impliquer, je sais pas moi, des blogueurs internationaux à venir tester nos super circuits itinérance et d'expériences et de rencontres autour de ces offres-là? Ou est-ce qu'il y a un chemin beaucoup plus classique, étatique, Maison de France, internationale? Ça, il faudra le creuser. Et donc quelques pistes sur ces 4 points. Donc sur tout ce qui est intermodalité de transport. Donc la SNCF a lancé une solution de porte-à-porte. Je ne sais pas s'ils le font partout ou pas, mais en tout cas, ils ont lancé une solution pour chercher le client chez lui, l'amener à la gare, etc. etc. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes sur cette question du porte-à-porte et qui pourraient être adaptées, non pas juste de chez lui à la gare à un autre endroit, mais peut-être de trouver des solutions par rapport à un porte-à-porte jusqu'à un site touristique. Et après aussi la continuité de tout ça, c'est que quand on est sur le site touristique, comment on fait pour aller plus loin. Et donc après on a la solution donc, que je vous ai parlé de la baie de Somme, qui fait des tests un peu sur une navette. Donc on vient en train en TER, on arrive à Noyelles-sur-Mer, il y a une navette qui va au Crotoy ou au parc du Mercantaire, où derrière là vous pouvez aller, pour tous les fans d'ornithologie, vous pouvez aller les voir. Et quand on retourne de l'autre côté vers Saint-Valery-sur-Somme, on peut louer un canoë ou un kayak de mer pour aller voir les phoques veaux marins sur la baie de Somme. Donc il y a quand même une possibilité à la fois de se déplacer sur le territoire et après d'aller sur des points où on a la possibilité de vivre une expérience touristique sur le territoire. Et donc c'est relativement intéressant. Et donc pour un coût vraiment réduit, 2 € le passe-journée, et où on essaye vraiment de pousser les gens à essayer de vivre
et de sortir de cette contrainte de j'ai besoin absolument de mon véhicule si je vais en province. Et là, ils essayent de montrer que non, il y a des solutions pour au final vivre un week-end sans sa bagnole. Alors, on vient en train jusqu'à là-bas, on dort au Crotoy, il y a des super hôtels. L'hôtel La Tourelle, je vous le conseille, les Tourelles, on mange très bien. Au niveau du locavore, en plus, avec des produits locavore, des menus locavore. Et c'est intéressant. Ils ont essayé de pousser vraiment leur territoire avec une association Betsom Zéro Carbone pour essayer justement d'impliquer en fait l'ensemble des prestataires touristiques du territoire, à la fois les hôtels, les restaurateurs, mais aussi les collectivités locales pour essayer justement de réduire au maximum le bilan carbone de la destination Betsom. Et c'est une expérience qui est assez intéressante et qu'il faudrait voir sur d'autres territoires comment on peut la dupliquer et l'adapter bien sûr par rapport à des contraintes locales. En tout cas, sur la volonté de pousser les professionnels à interagir là-dedans, ils participent énormément. Les chefs et tout, ils participent énormément à trouver des solutions de circuits courts, de locavores. Il y a un vrai engouement pour essayer d'aller dans ce sens-là. Après, on est clairement en expérimentation pour créer la demande au final et pour pousser les franciliens, par exemple, à partir en week-end en baie de Somme sans bagnole. Ça, c'est encore un peu dur. Mais là, c'est des questions aussi de com, de marketing innovant pour essayer de trouver des prescripteurs aussi. Et je pense qu'on peut être sur des produits, sur un produit touristique court séjour assez sympa. Et il y a une demande potentielle quand même pour ce genre de choses. Surtout que, sur les Franciliens, tout le monde n'a pas de bagnole. Hein, donc là, il y a peut-être des choses à faire. Et il faudrait qu'on ait beaucoup plus une visibilité, nous, Parisiens, sur c'est quoi réellement les offres sans voiture pour un court séjour, par exemple. Et ça, c'est pas précis encore. Ah, mais avec plaisir. Et la baie de Somme fait partie justement de ce réseau-là. Ils ont été labellisés Grand Site de France. Ils ont effectivement ce système de navette qui existe depuis peu et ils développent énormément aussi le cyclotourisme. C'est une offre qui est assez étendue sur le territoire et ça fait partie des offres un peu éco-mobiles que le territoire essaye de mettre en place. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté du territoire, des élus et des techniciens du territoire de développer cet aspect-là. Je les invite régulièrement à venir et c'est vrai que de manière générale sur les grands sites, il y a une vocation aussi sur cette question-là. Je vous ai invité à venir lundi débattre au gouvernement pour parler des questions de slow tourisme justement. Donc votre directrice Anne vient. Et donc on va pouvoir débattre justement de comment les grands sites de France peuvent offrir des solutions et une visibilité encore plus grande sur cette question du slow tourisme et de l'accessibilité. Et j'ai eu au téléphone aussi le grand site du Canigou pour échanger avec eux sur ces questions-là. Donc on a un territoire quand même assez incroyable en termes d'offres potentielles à mettre en lumière, après en mettre en mobilité aussi pour pouvoir donner accès à ces sites facilement aux touristes, à la fois aux touristes français et aux touristes internationaux. Mais c'est vrai qu'on a quand même un sacré pays, quoi, quand on regarde. Sur le deuxième point, mobilité en ville pour les touristes, donc plusieurs aspects. Sur la question de la mobilité douce aussi en ville, il y a une question qui est importante aussi, ça va être la question de la sécurité pour les cyclistes, les touristes qui de plus en plus utilisent le Vélib par exemple à Paris. Ça va être des questions assez importantes. Est-ce que demain on va tendre vers des autoroutes vélo comme il peut y avoir dans d'autres capitales européennes. À Londres d'ailleurs ils ont décidé d'en faire une. Est-ce qu'on va partir à un moment donné sur ça, sûrement le Grand Paris, parce que sinon j'ai un peu du mal à imaginer où elle va être, cette autoroute à vélo à Paris.
Mais dans tous les cas, il y a cette question de la sécurité et de la place du vélo et d'autres formes de mobilité, hein, parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles formes de mobilité qui arrivent aussi. Hein. Les mono-wheels, je ne sais pas si vous avez commencé à en voir un peu à Paris. Donc les gens sur leur roue, là, et je ne sais même pas comment ça tourne. Ça fait un peu peur. Mais il y a de plus en plus de nouvelles formes de mobilité douces, entre guillemets, et c'est vrai que la place, il va falloir la faire au final dans les villes et savoir comment on va la tourner. Et après, donc on en a parlé avant, mais c'est vrai que la place de l'autocar et comment on gère la mobilité des touristes et des groupes dans les villes va être une question très importante. Et savoir, voilà, est-ce qu'on fait venir les cars à l'extérieur, on les dépose et qu'après, limite, il y a d'autres formes de mobilité que le métro pour découvrir Paris. C'est pas évident. Donc il y a des grosses réflexions qui vont avoir lieu là-dessus. Sur les milieux fragiles, il y a certaines stations qui commencent à expérimenter l'autopartage. Donc là, on est sur l'Alpe d'Huez, ici là, qui a commencé à expérimenter les petits véhicules d'autopartage. Assez mignon avec les skis derrière et tout. Voilà des voitures électriques en autopartage à l'Alpe d'Huez. Donc il y a des petites Twizy là qui sont développées, donc avec Keymove, un opérateur, troisième opérateur français d'autopartage qui commence à aller sur les stations de montagne. Donc là aussi, ce qui est intéressant avec des stations un peu innovantes et qui intègrent les enjeux du développement durable, il y a des solutions aussi pour par exemple pousser les clients à ne pas venir en voiture, mais à prendre le train ou le covoiturage. Et il y a une réduction sur leur forfait de ski si la voiture est remplie ou s'ils viennent sans leur voiture. Pour essayer vraiment de pousser le consommateur à réduire son impact carbone. Et là, il y a des actions assez fortes qui sont menées par des associations comme Mountain Riders dans les Alpes, qui sont à l'origine d'un label d'ailleurs pour les stations de ski au niveau européen qui s'appelle Flocon Vert. Il y a eu un article dernièrement dans The Guardian là, sur tout le travail des stations de montagne qui deviennent de plus en plus green et tout ça. Et il y a des choses intéressantes à prendre cette expérience au final des stations pour d'autres sites fragiles, dont des grands sites, à mon avis. Et dans ce cadre-là, il y a une association aussi, enfin un réseau de stations qui s'appelle Alpine Pearls, qui travaille justement beaucoup sur ces enjeux. Et qui essaye de trouver des solutions innovantes en termes d'écomobilité dans les stations. Et vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup développé aussi dans des pays comme en Autriche, par exemple, où il y a énormément d'initiatives sur pousser les gens à venir sans leur voiture et des systèmes de navettes assez faciles. Donc Alpine Pearl propose beaucoup d'actions et de travaux sur ces enjeux-là. Je peux trouver un truc. Donc là, on a le site d'Alpine Pearls qui essaye de montrer justement tout leur travail sur la mobilité douce, avec aussi une vision derrière de qualité de vie et d'expérience pour les touristes en station. Donc potentiellement, c'est un truc intéressant à suivre. Et enfin, la dernière question, c'est la question de la mobilité comme expérience touristique. Et là, ce que je disais, à la fois, ça rapproche la question du slow. Donc, bien sûr, il y a le projet de la Loire à vélo qui aujourd'hui est bien reconnu. Je ne sais pas si vous le connaissez tous, le projet de la Loire à vélo. Oui, vous l'avez fait. Vous avez fait toute la Loire à vélo. Donc, la Loire à vélo, ce qui est bien foutu, c'est qu'il y a une cohérence et une facilité d'accès. C'est-à-dire que moi je l'ai testé, donc on prenait le train de Paris, vous arrivez à Orléans par exemple, ou sur une autre ville qui est sur la Loire à vélo, et derrière vous pouvez aller, il y a
il y a des loueurs partenaires. Vous pouvez louer votre vélo, après vous partez, vous faites vos 3, 4, 5 jours à vélo. Et à chaque fois, il y a des hébergements partenaires qui sont sur le parcours. Bien sûr, tout est fléché avec une identité visuelle facilement reconnaissable. Il y a une application mobile qui permet de bien se retrouver et d'avoir aussi des informations en temps réel sur ce château, voilà l'histoire, etc. Donc ils ont aussi amené le côté expérience M-tourisme en même temps. Et à la fois, il y a des hébergements partenaires, il y a vraiment une cohérence et une facilité. Ce qui est bien, c'est que quand on a fait les 3-4 jours de vélo, après vous arrivez chez un autre loueur, vous filez le vélo et vous arrivez vous passez à la gare et vous rentrez chez vous. Et après, eux, ils vont gérer les flux entre les loueurs de vélo pour optimiser ça. Et ça, c'est quand même bien pensé, parce que si c'est en mode, vous louez un vélo à Orléans, vous allez jusqu'à Saumur, après il faut retourner à Orléans pour aller refiler le vélo, puis repartir à Paris, c'est une grosse galère. Donc là, il y a quand même une réflexion hyper intéressante, où on pense, on se met à la place du touriste, et on trouve des solutions vraiment pratiques. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qu'il faut essayer de pousser, c'est cette solution pratique, parce que tout le monde n'a pas cette capacité à prendre son vélo de Paris, de prendre le TER, d'arriver à Orléans, et de se gérer de bout en bout. Il faut vraiment proposer des services, et en plus ça crée du business aussi sur les territoires. Hein. Et ça, c'est une expérience qui, à mon avis, on peut encore la pousser encore plus, hein. Intégrer de la gamification là-dedans, essayer de pousser les gens à essayer de se déplacer sur le territoire pour découvrir des choses de manière un peu ludique, avec des questions, des points à gagner. Enfin, on pourrait aller très loin là-dedans. Mais déjà, c'est pas mal. On peut beaucoup capitaliser sur ce travail. Et aujourd'hui, la Loire à vélo, c'est pas le seul. Hein. Il y a pas mal d'autres projets de véloroute comme ça en France. La Vélocénie, par exemple, qui va du Mont-Saint-Michel jusqu'à Paris, hein. En passant par le Perche. Eux, ils ont un peu plus de difficultés aujourd'hui à trouver les hébergements partenaires, par exemple. Ils n'ont pas assez d'hébergements sur le parcours. Donc, ils sont en train de réfléchir justement à des solutions, par exemple, d'hébergement éphémère sur des moments. Donc, mettre du HLL, de l'hébergement léger de loisirs, du petit bungalow ou de la... Mince, j'ai oublié le mot. Un truc avec les pneus, hein, les petits, oui, tout ce qui est HLL, tout ce qui est hébergement léger de loisirs, mais sur un mode éphémère. Et c'est vrai que là, on peut essayer d'intégrer ça de manière assez intéressante. Après, il y en a d'autres, hein, la Bourgogne à vélo, il y en a beaucoup aujourd'hui et ça se développe, mais je sais pas, je trouve que la visibilité n'est pas incroyable encore pour les consommateurs. Il y a encore des choses à pousser. Et enfin, un site qui est vraiment intéressant, je trouve, et qui donne des idées, c'est donc Suisse Mobile, qui est donc le réseau pour la mobilité douce en Suisse, et donc qui vous permet de vérifier, de voir un peu comment faire la Suisse à pied, à vélo, à VTT, en roller, en canoë, et d'avoir cette mobilité sur le territoire avec un accès à la fois à tous les prestataires partenaires, mais également l'ensemble des cartes qui permettent de préparer, à la fois de préparer en amont son parcours et à la fois derrière, après, en direct, parce qu'il y a une application mobile, de le faire aussi en direct pour voir si, voilà, il y a un hébergeur, je vais réserver, etc. en direct. C'est quand même assez bien fait, et derrière, avec tout ce qui est pour eux, voilà, les horaires aussi des trains, des bus, des bateaux, les liens vers les taxis alpins, si on est un petit peu paumé dans un endroit où il n'y a pas grand-chose. Et ça, je trouve que c'est quelque chose en tant que voyageur individuel que je trouve quand même hyper intéressant et qu'on pourrait potentiellement adapter en fait en France. Et là sur le pôle slow tourisme au niveau de l'État, c'est un truc que j'aimerais bien essayer de pousser pour voir s'il n'y a pas cette capacité à accompagner un tel projet, parce que ça serait intéressant d'agréger un peu tous les horaires, bien sûr, de tout ce qui est transport public classique, et il y en a beaucoup en France, mais en même temps d'agréger aussi des acteurs de la conso collaborative, un peu au final comme ce que fait Sinki, mais de manière très France, avec les transports en commun. Eux, ils intègrent du Opodo et des acteurs après de la conso collaborative et des hébergements. Je pense que c'est à peu près la même idée, mais de l'adapter vraiment sur la France sans voiture au final. Et
Et ce serait une idée assez... Ah mais vous le voyez pas, c'est pour ça que je parle dans le... Vous me dites rien. Voilà le site, pardon. Donc vous avez, voilà, vous pouvez choisir donc la Suisse à pied, choisir un peu les endroits. Donc après, préparez bien votre projet. Et ce que je disais, c'est que vous avez après tout ce qui est aussi horaire, enfin les trains disponibles, etc., les bus, les téléphériques, les funiculaires, et derrière tout ce qui est lieu, curiosité, hébergement, location de vélo, etc., etc. Donc ils ont en tout agrégé, ce qui est quand même assez intéressant. Et je pense que, je ne sais pas si demain on aura la France en canoë, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais dans tous les cas, ce serait pas mal d'avoir déjà le début d'une solution comme ça, dans plein de langues, et petit à petit après de le faire évoluer dans le temps. Et je pense qu'on a déjà des innovations qui ont été... voilà, à la fois ce que fait Simki ici sur le travail d'algorithmes pour mettre pas mal d'entreprises et de solutions de mobilité ensemble, mais également ce que peut faire un circuit.com sur les expériences sur les territoires, ce que peut faire un Guide Like You sur la rencontre avec les gens passionnés de territoire, etc., etc. On pourrait agréger en fait énormément d'initiatives qui existent pour en faire un outil complet en fait d'expérience et de déplacement sur le territoire français. Et ce serait chouette. Ouais. Des voies vertes et... Ouais. C'est là où l'idée, c'est pas de tout refaire, hein, c'est pas de repartir d'une feuille blanche, mais c'est de mettre tous ses partenaires en fait dans la boucle. Et voilà, et chacun a tout intérêt au final à avoir un outil hyper complet qui a une visibilité internationale et nationale. Et derrière, tout le monde y gagne. On est vraiment sur du win-win. Ça veut dire que ceux qui ont déjà développé des choses sur des sujets, comme le cyclo, comme le fluvial avec baladefluvial.fr par exemple, ou sur d'autres solutions liées à l'algorithme de Simki pour essayer justement d'agréger aussi les locations entre particuliers et tout ça, et ben derrière on peut faire remonter tout ça et faire en sorte que on a des infos assez complètes. Si tout le monde joue le jeu, ça peut être un chouette outil et utile après pour des touristes qui veulent se déplacer en France de manière individuelle ou en couple ou entre potes, mais avoir un accès facile en fait aux informations et d'avoir cette capacité assez facilement à réserver aussi directement sur cette appli ou sur ce site. Ce serait assez chouette, ce serait vraiment une bonne solution, je trouve. Après, il faut voir le modèle économique de tout ça, et bien sûr, mais ça se réfléchit. Et écoute, c'est une très bonne question. Je pense que quand je vois les sponsors en fait qui sont là-haut, en haut à droite, à mon avis, c'est un truc qui a été lancé en one shot et que derrière, après, je sais pas comment est géré leur mise à jour, mais là, on était sur un soutien de Samsung, Migros, qui est les supermarchés en Suisse. Donc je pense qu'il y a eu un gros soutien dès le départ. Après, je sais pas comment. Il faudrait que je vois. J'ai prévu normalement de les appeler pour essayer de discuter justement de comment ils ont monté leur projet, pour essayer de voir s'il y a une faisabilité, une adaptabilité sur la France. Mais il faut que j'aille. C'est prévu dans mon rôle de fédérateur du slow tourisme là d'aller discuter un peu avec eux, parce que je trouve que c'est un outil intéressant. Des remarques, des questions, j'ai posé un peu des bribes d'idées, des problématiques, des possibles solutions. Vous en pensez quoi de tout ça? Il y a des choses à développer, des choses prioritaires selon vous, où il y a vraiment des choses à faire? Est-ce que derrière tout ça, il y a des solutions entrepreneuriales à imaginer? Ou est-ce que c'est bien, on boit un coup et go? Ouais. Oui. Ouais. Bah sur l'électrique, il y a une vraie volonté. Après, ce qui n'était pas évident, et j'en discutais avec la mairie de Paris
dernièrement, c'est qu'au final, il y a des solutions pour passer les bus en électrique, mais ils n'ont pas encore trouvé la solution pour faire passer les autocars en électrique. J'ai pas compris pourquoi, hein. Ça me paraît un peu bizarre de loin, mais c'est ce que disent les constructeurs aujourd'hui. Ah. Ouais, parce qu'il y a des bagages dans l'un et il n'y a pas de bagages dans l'autre. Okay. Merci, ça me tracassait toute mes dernières nuits là. Donc voilà, aujourd'hui, mais sur les constructeurs, en tout cas sur les bus, ils sont en train de chercher, enfin ils ont les solutions et ça avance sur cette question-là. Mais c'est clair que sur l'électrique, il y a des vraies réflexions à pousser, à la fois sur aussi Autolib-like dans d'autres territoires, quoi. À mon avis, sur l'autopartage électrique, il y a des choses à réfléchir. J'imagine très bien qu'on pourrait très bien avoir des chargeurs sur des sites touristiques et donc voilà, je viens en véhicule parce que j'ai récupéré le véhicule à la gare, je le mets, je vais à Chambord, il y a des chargeurs et pendant que le véhicule charge, moi je me balade et il y a quelqu'un qui va peut-être le reprendre derrière, mais il y a une espèce de flux et de diffusion qui serait assez intéressante sur ce genre de solution. Après, encore une fois, il faut voir le modèle économique derrière, ou bien il faut demander à Elon Musk si à Tesla, il veut pas essayer de faire d'autres choses. Mais je crois qu'il est déjà en train d'essayer de déployer Tesla à fond. Et après, ce serait... Oui, bien sûr. Après, je sais pas si je saurais pas le modèle de Tesla en autopartage. Si c'est pas cher, tout le monde doit les prendre, c'est clair. Je veux bien aller en Tesla S à Chambord juste pour tester la Tesla au final. Mais oui, non, je pense qu'il y a des vrais enjeux sur l'électrique et sur cette vision d'autopartage électrique, mais sur une vision beaucoup plus large que simplement dans les grandes villes. Oui. C'est en réflexion, ça doit venir bientôt, je crois, hein, sur le Vélib électrique et dans les cartons. En tout cas, il va venir. Ils sont en train de déployer un peu leur gamme. Mais même sur les offices de tourisme, il y a de plus en plus de partenariats entre des loueurs de vélos électriques et des offices de tourisme pour permettre de mettre à disposition des vélos assistance électrique dans les offices. Moi je viens d'Alsace. En Alsace, il y a Movélo, en fait, qui est un loueur, un gars qui met à disposition des vélos à la fois je crois dans les particuliers, mais dans les hôtels ou dans les offices, et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que ce genre de solution est intéressante. Après, c'est la question de voilà, si la personne vient sans sa bagnole, comment elle fait déjà pour arriver à l'hôtel. Après, en discutant avec des établissements, de plus en plus, ils ont cette capacité à aller chercher la personne à l'hôtel, mais je pense que c'est encore dans la vision du touriste de se dire j'ai besoin de ma liberté d'utiliser ma bagnole pour aller visiter le territoire. Et j'ai un peu des difficultés à me déconnecter de cette vision-là pour me dire j'aurai un vélo à disposition au niveau local, ou bien je vais en Hollande et je sais qu'en Hollande c'est comme ça et donc ça fait partie de l'expérience. Et c'est ce côté, on va dire, éducation culturelle. Peut-être il y aura peut-être une espèce de campagne pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on a cette capacité à passer des week-ends super chouettes sans sa bagnole. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais, bah après oui, Zermatt, c'est clair que c'est une vision. Disons voilà, à Zermatt, on monte pas en voiture en haut, sinon on prend 100 francs suisses. de,
Donc ça vient de plus en plus. Mais c'est vrai que je pense que sur les, c'est une discussion que j'aimerais beaucoup mener avec la RATP ou avec la SNCF par rapport au moins déjà au Transilien et au RER. Parce que voilà, quand on est, je sais pas, on arrive à Saint-Rémy-les-Chevreuses et qu'on veut aller se balader, ce serait super d'avoir des vélos à assistance électrique pour aller se balader dans la haute vallée de Chevreuse pendant une journée. Ce serait vraiment bien. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à Saint-Rémy-de-Chevreuse, déjà il faudrait qu'on attende les baladobus qui ne sont pas énormément disponibles. Du genre, il y en a rien je vais exagérer, il y en a 3 dans la journée. C'est cher en plus, je trouve, pour nous amener de 2 ou 3 km plus loin pour pouvoir commencer notre randonnée. Donc c'est pas hyper pratique. Et donc on a oublié ce côté pratique en fait pour le touriste, alors que je pense qu'il y a pas mal de Parisiens qui seraient hyper contents d'aller se mettre un peu au vert quand même le week-end, alors qu'on a le Vexin, on a Fontainebleau, on a la Haute-Vallée de Chevreuse. Et pour autant, si on n'a pas sa bagnole, c'est quand même assez compliqué, à part l'été où il y a un train qui s'arrête dans la forêt de Fontainebleau, et là on peut vraiment faire sa rando, mais sinon le reste de l'année, c'est quand même assez complexe. Et ça manque. Et en plus, à Chengdu, il y avait quelqu'un de la RATP qui était là et il nous disait c'est des sujets qui les touchent. Donc il y aurait moyen d'ouvrir une discussion avec eux, à mon avis, sur cette question. Et surtout, si on répond aussi aux enjeux climatiques, COP21, le bilan carbone du CRT Île-de-France, qui cherchent des solutions innovantes pour pousser les franciliens à ne pas prendre leur bagnole et d'aller à l'autre bout de la France ou de prendre l'avion pour aller faire des courts séjours, ils cherchent à pousser et à découvrir notre région Île-de-France. Donc j'espère que ça viendra. Je serai le premier client à vouloir redécouvrir. Mais sur le cyclo, c'est un sujet qui nous touche pas mal. Sur le cyclotourisme en Ile-de-France, il y aurait aussi énormément à faire. Une espèce de grande boucle du Grand Paris autour, avec plein de sites touristiques en plus à aller voir. Mais il faudrait une identité commune aussi, un peu comme sur la Loire à vélo, et avec des partenaires, quoi. Et ce serait chouette. Parce que on prend les RER, on s'arrête à un endroit, on sort avec notre vélo où il y a un loueur et on fait une partie du grand tour de Paris. Et derrière, on reprend la RER à un moment donné, on revient dans le centre et on rentre chez soi. Enfin, ça paraît très logique comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plutôt galère ça de le faire. C'est plutôt galère. On a intérêt à avoir une bonne carte top 25 avec soi pour pas se perdre dans les méandres de l'Île-de-France. D'autres réflexion, oui. C'est pas nouveau comme débat malheureusement. Je pense qu'on avance. Après, sur les offices, tu pourras me dire s'il y a une volonté quand même. Après, parce que Romain, il travaille à Office de Tourisme de France, donc il pourra poser le débat par rapport aux offices. Mais en tout cas, il y a quand même une compréhension que c'est ensemble qu'on va réussir à faire des choses intéressantes entre les privés, entre les publics. Mais c'est clair que l'enjeu majeur et la grande difficulté qui a toujours été la même, c'est ça, c'est de faire bosser les gens ensemble. Et même certains privés ensemble. Nous, on a travaillé sur le massif des Vosges, par exemple, sur la question de faire bosser les prestats et les offices de tourisme ensemble pour créer des produits écotouristiques innovants. Et ça veut dire même des gens qui ne sont pas concurrents. Ça veut dire un restaurateur avec un hébergeur, avec un accompagnateur, et de créer un truc un peu innovant porté par un office de tourisme. Rien que ça, c'était compliqué, quoi. Donc on a réussi sur certains territoires parce qu'ils ont compris l'intérêt au final de bosser ensemble et de ne pas être chacun pour sa gueule. Mais c'est vrai que c'est une vraie éducation, quoi, pour essayer qu'on est sur de la compétition et pas de la compétition entre acteurs. Mais ouais, Romain, je sais pas si tu as une...
Cela, il montre bien justement qu'il y a cette capacité à bosser ensemble. Parce que sur la Vélocénie, par exemple, dans le Perche aussi, où ils ont beaucoup bossé en mode de gouvernance interterritoriale. C'est-à-dire qu'autour de la table, il y avait plusieurs départements, plusieurs régions, plusieurs collectivités. Ils ont quand même réussi à sortir quelque chose en commun, et c'est vrai que c'est... Ouais. Ça reste encore des initiatives relativement rares. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, parce que hier, quand je discutais avec la région, le département d'Eure-et-Loir et le territoire du Perche, on a beaucoup discuté justement de cette question, au final, limite de faire un livret blanc de la gouvernance interterritoriale. Et d'essayer de montrer les bonnes pratiques au final et les bons leviers à utiliser pour permettre à différents territoires de bosser ensemble sur des projets communs. Et c'est vrai que c'est peut-être ça un des axes. Voilà, maintenant il y a les contrats de destination. Oui, parce que sur les contrats de destination, donc le gouvernement a lancé 11 nouveaux contrats de destination qui sont sur de nouveaux territoires au final. Donc pour moi, ce que je connais, donc c'est le contrat de destination du massif des Vosges. On est sur 2 régions, 3-4 départements, avec 2 parcs naturels régionaux qui sont aussi dans la boucle. Et à l'intérieur, vous avez des filières d'activités, dont une sur l'écotourisme qui est portée après et qui est pilotée par certains territoires. Et donc il y a d'autres territoires qui pilotent d'autres aspects du contrat de destination, mais il y a une espèce de gouvernance partagée, et avec après des moments d'échange aussi ensemble pour partager les résultats et les solutions. Donc on tend vers ça, c'est clair. Après on verra avec aussi les nouvelles régions, etc. Il faut de toute manière un peu quelqu'un qui va tirer et qui va piloter. S'il n'y a pas de pilote, en fait, c'est toujours hyper compliqué. Bien sûr. Il faut de toute manière qu'il y ait un pilote. Après, ce pilote, s'il est financé directement par un territoire ou un autre, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un pilote qui arrive à avoir cette question de la médiation entre les différents territoires et de coordonner un peu tout ça. Si on n'a pas ça, c'est hyper compliqué parce que chacun voudra se tirer la bourre en disant non, je veux ça. Non, il faut que tous les gens viennent plutôt sur ce territoire plutôt qu'à côté. Alors, on n'y arrive pas. Donc il faut que le projet soit déjà co-construit dès le départ, dès les premières réflexions, que les gens soient autour de la table et qu'ils soient d'accord en fait sur qui va gérer quoi, qui va financer quoi, quels vont être les retours sur investissement pour qui, etc. Mais il faut que ce soit vraiment co-construit dès le départ. Et que ce soit après dans la durée et qu'il y ait du monitoring sur tout ça et qu'il y ait un pilote qui coordonne ces projets-là. C'est primordial, c'est clair. Si on n'a pas de pilote, de toute façon, on va être en Google Car, mais on n'y est pas encore. D'autres points? Non? Bonjour. Un point? Non, mais si vous n'avez pas d'autres points, on peut continuer la discussion de manière un peu informelle, comme ça, entre nous. Et sinon, n'hésitez pas à suivre Idée Tourisme sur Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn, Viadeo et SlideShare. Et retrouvez cette vidéo très prochainement sur l'espace tourisme durable du site Welcome City Lab. Voilà.